Que l'hiver sera très long et très froid, et que les glaces viennent déjà du nord. Il était très inquiet, car on dit que les grands orages de ces jours passés ont gonflé le fleuve, et que toutes les digues sont ébranlées. Il disait aussi que la mer l'effrayait. Il paraît qu'elle s'agite sans raison, et que les falaises de l'île ne sont plus assez hautes. Il voulait voir, mais il ne nous a pas dit ce qu'il a vu. Maintenant, je crois qu'il est allé chercher du pain et de l'eau pour la folle. Il a dit qu'il lui faudrait aller très loin. Il faut attendre. Il m'a pris les mains en partant, et ses mains tremblaient comme si ils avaient eu peur. Puis il m'a embrassée. Il m'a dit qu'il allait du côté du grand phare. Y a-t-il un phare? Oui, au nord de l'île. Je crois que nous n'en sommes pas éloignés. Il disait qu'il voyait la clarté du fanal juste ici, dans les feuilles. Il ne m'a jamais semblé plus triste qu'aujourd'hui, et je crois qu'il pleurait depuis plusieurs jours. Je ne sais pas pourquoi je pleurais aussi sans le voir. Je ne l'ai pas entendu s'en aller. Je n'ai pu m'interroger. J'entendais qu'il souriait trop gravement. J'entendais qu'il fermait les yeux et qu'il
s'en allant. Il faut qu'il soit bien tard. Il a dit 2 ou 3 fois bonne nuit, en s'en allant comme s'il allait dormir. J'entendais qu'il me regardait et qu'il disait bonne nuit, bonne nuit. La voix change quand on regarde quelqu'un fixement. Ayez pitié de ceux qui ne voient pas! Qui est-ce qui parle ainsi sans raison? Taisez-vous, ce n'est plus le moment de mendier! Je crois que c'est celui qui n'entend pas. Où allait-il chercher du pain et de l'eau? Il est allé du côté de la mer. On ne va pas assez vers la mer à son âge! Et sommes-nous près de la mer? Oui! Taisez-vous un instant! Vous l'entendrez! Je n'entends que les 3 vieilles qui crient. Écoutez bien, vous l'entendrez à travers leurs prières. Oui! J'entends quelque chose qui n'est pas loin de nous! Elle était endormie. On dirait qu'elle s'éveille. Il a eu tort de nous mener ici! Je n'aime pas entendre ce bruit! Vous savez bien que l'île n'est pas grande et qu'on l'entend dès qu'on sort de l'enclos de l'hospice. Oh! Je ne l'ai jamais écouté. Oh! Il me semble qu'elle est à côté de nous aujourd'hui. Je n'aime pas l'entendre de près. Moi non plus. Il est inutile de nous mener si loin. Nous sommes jamais venus jusqu'ici. Vous étiez beau ce matin. Elle a voulu nous faire jouir des derniers jours de soleil avant de nous enfermer tout l'hiver. Il a raison. Il faut songer à vivre. Mais il n'y a rien à voir au dehors. Sommes-nous au soleil maintenant? Je ne crois pas. Il me semble qu'il est très tard. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelque chose est passé entre le ciel et nous. Oh, je ne connais pas la nature de ce bruit. Je voudrais rentrer à l'hospice. Il faudra savoir où nous sommes. J'ai essayé de me lever. Il n'y a que des épines autour de moi. Je n'ose plus étendre les mains. Il faudrait savoir où nous sommes. Nous ne pouvons pas le savoir. Il faut que nous soyons très loin de la maison. Je ne comprends plus aucun bruit. Depuis longtemps, je sens l'odeur de feuilles mortes. Quelqu'un a-t-il vu l'île autrefois? Et peut-il nous dire où nous sommes? Nous étions tous aveugles en arrivant ici. Nous n'avons jamais vu. Mais ne nous inquiétons pas inutilement. Il reviendra bientôt, attendons encore. Mais à l'avenir, nous ne sortirons plus avec lui. Nous ne voulons pas sortir seuls. Nous ne sortirons plus. J'aime mieux ne pas sortir. Nous n'avions pas envie de sortir. Personne ne l'avait demandé. Il est venu me voir pendant que je dormais encore, en nous disant « Levez-vous, levez-vous. Le soleil est très haut, il est temps. » Était-ce vrai? Je ne m'en suis pas aperçue. Je n'ai jamais vu le soleil. Moi, j'ai déjà vu le soleil lorsque j'étais très jeune. Moi aussi, il y a des années, lorsque j'étais enfant. Mais je ne m'en souviens presque plus. Pourquoi veut-il que nous sortions à chaque fois que le soleil se montre? Qui est-ce qui s'en aperçoit? Je ne sais jamais si je me promène à midi ou à minuit. J'aime mieux sortir à midi. Je soupçonne alors de grande clarté et mes yeux font de grands efforts pour s'ouvrir. Je préfère rester au réfectoire. Il pouvait nous mener au soleil, dans la cour. On est à l'abri des murailles, on ne peut pas sortir. Il n'y a rien à craindre quand la porte est fermée. Je la ferme toujours. Pourquoi me touchez-vous le coude gauche? Je ne vous ai pas touché, je ne peux pas vous atteindre. Je vous dis que quelqu'un m'a touché le coude. Ce n'est pas un de nous. Mon Dieu, qu'il nous donne que nous sommes. Nous ne pouvons pas attendre ici éternellement. Comme nous sommes loin de
l'odeur de la terre. Il y a des fleurs. Il y a des fleurs autour de nous. Je ne sens que l'odeur de la terre. J'ai senti des fleurs dans le vent. Je ne sens que l'odeur de la terre. Je crois qu'elles ont raison. Isabelle, je vais lui. À votre droite, levez-vous. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Je n'ose plus revenir sur mes pas. J'entends le bruit de vos cheveux. Ce sont les fleurs. Nous ne vous verrons pas. Je ne me verrai pas non plus. J'ai froid. Oh, Ethan! Je crois que c'est une tempête qui s'élève. Je crois que c'est la mer. La mer. Elle sait que c'est la mer. Mais elle est à 2 pas de nous. Elle est à côté de nous. Je l'entends tout autour de nous. Il faut que ce soit autre chose. Je sens le bruit des vagues à mes pieds. Je crois que c'est le vent dans les feuilles mortes. Je crois que les femmes ont raison. D'où vient le vent? Il vient du côté de la mer. Il vient toujours du côté de la mer. Elle nous entoure de tous côtés. Il ne peut pas venir d'autre part. Ne songeons plus à la mer. Faites-moi de songer, puisqu'elle va nous attendre. Mais vous ne savez pas si c'est elle. J'entends ces vagues comme si j'allais y tromper les deux mains. Nous ne pouvons pas rester ici, elles sont peut-être autour de nous. Où allez-vous aller? Regarde. N'importe où. Que faites-vous? Attendez-vous. Ces hommes. Allons-nous-en. Allons-nous-en. Où êtes-vous? Il me semble que j'entends quelqu'un qui arrive. Où êtes-vous? Je vous dis que quelqu'un vient vers nous. J'entendais pas dans les feuillages. Ne descendent pas de leur tour. Aucun bruit. Vous parlez tout de même. Il ne viendra plus personne. Ils sont ici. Ils sont au milieu de nous. Ils sont au milieu de nous. Est-ce une femme? Je n'entends que le vent du nord. C'est peut-être la mer dans les feuilles mortes. Est-ce que c'est un bruit de pas? Est-ce que c'est un bruit de pas? Qui êtes-vous? 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 Qui êtes-vous?
Qui sait bien faire le poirier? Savez-vous comment les Indiens font le phoque? Comment ouvrez-vous votre œuf à la coque? Que peut-on faire avec une main? Pourquoi se donne-t-on tant de mal? Quand il faut faire très vite ses bagages et qu'on a seulement une petite valise et qu'on ne sait pas combien de temps on restera absent, qu'emporte-t-on alors? À votre avis, que dit un animal lorsqu'il tombe dans un piège? Quelles sont les parties du corps que vous préférez bouger? Qu'avez-vous de vos parents? Comment voudrais-tu vivre? C'est pour toi aussi? C'est pareil. Les points dans les vieux manuscrits arabes sont marqués par des soleils respiratoires. Respirer, poumonner. Poumonner, ça veut pas dire déplacer de l'air, gueuler, se gonfler, mais au contraire avoir une véritable économie respiratoire. User tout l'air qu'on prend, tout le dépenser avant d'en reprendre, aller au bout du souffle jusqu'à la constriction de l'asphyxie finale du point de la phrase, du point qu'on met au côté après la course. Le spectateur aveugle doit entendre croquer et déglutir, se demander ce que ça mange, là-bas, sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il mange? Il se mange? Mastication, succion, déglutition. Des bouts de texte doivent être mordus, attaqués méchamment par les mangeuses. Lèvres, dents, d'autres bouts doivent être vite gobés, engloutis, aspirés, avalés. Un spectacle n'est pas un bouquin, un tableau, un discours, mais une dure épreuve d'essence. Ça veut dire que ça dure, que ça fatigue pour nos corps, tous boucans. Faut qu'ils en sortent, exténués, pris d'un fou rire inextinguible et épatant. Le spectateur vient voir l'acteur s'exécuter.
sont connus de la plupart des hommes, et presque toutes les mères les ont vus. Ils sont peut-être indispensables, comme toutes les douleurs, et ceux qui ne les ont pas approchés sont moins tristes, moins doux et moins bons. Et ils sont étranges. Ils semblent plus près de la vie que les autres enfants, et ne rien soupçonner. Et cependant, leurs yeux ont une certitude si profonde qu'il faut qu'ils aient eu plus d'un soir le temps de se dire leurs secrets. Au moment où leurs frères tâtonnent encore autour d'eux entre la naissance et la vie, ils se sont déjà reconnus. Ils sont déjà debout, Les mains et l'âme prêtes, à la hâte. sagement et minutieusement. Ils se préparent à la vie. Eux-mêmes ne disent presque rien et s'entourent d'un nuage au moment où ils se sentent blessés et où l'homme est sur le point de les atteindre, Ils sont là, presque de l'autre côté de la vie, et l'on sent que c'est leur enfin d'affirmer une chose plus grave, plus humaine, plus réelle et plus profonde que l'amitié, la pitié ou l'amour, une chose qui bat mortellement de l'aile tout au fond de la gorge et qu'on ignore qu'on n'a jamais dite, et qu'il n'est plus possible de dire car tant de vies se passent à se taire. Pourquoi sont-ils venus? Pourquoi s'en vont-ils? Les attirons-nous ou nous attirent-ils? Pourquoi nous ressemblent-ils comme des frères? J'ai été plusieurs fois témoin de ces choses, et un jour, je les ai vus de si près que je ne savais plus s'il s'agissait d'un autre ou de moi-même. Ils passent entre deux êtres qui se rencontrent pour la première fois. D'étranges secrets de vie et de mort. Et bien d'autres secrets qui n'ont pas encore de nom. Nous ne sommes jamais avec les autres tels que nous sommes avec nous-mêmes, ni même tels que nous sommes avec eux dans l'obscurité. Il faut admettre pour l'acteur une sorte de musculature affective qui correspond à des localisations physiques des sentiments. L'acteur est un athlète physique. L'acteur est un athlète du cœur. Les mouvements musculaires de l'effort sont comme l'effigie d'un autre effort, en double. Là où l'athlète s'appuie pour courir, c'est là que l'acteur s'appuie pour lancer une imprécation spasmodique, mais dont la course est rejetée vers l'intérieur. En ce qui concerne, par exemple, la question du souffle, là où chez l'acteur le souffle est appuyé par le corps, chez le lutteur, chez l'athlète physique, c'est le corps qui s'appuie sur le souffle. Cette question du souffle est en effet primordiale. Elle est en rapport inverse avec l'importance du jeu extérieur. Plus le jeu est sobre et rentré, plus le souffle est large et dense, substantiel, surchargé de reflets. Alors qu'à un jeu emporté, volumineux et qui s'extériorise, correspond un souffle aux lames courtes et écrasées. Il est certain qu'à chaque sentiment, à chaque bondissement de l'affectivité humaine, à chaque mouvement de l'esprit correspond un souffle qui lui appartient. La mémoire du cœur est durable, et c'est avec son cœur que l'acteur pense. Au théâtre, plus que partout ailleurs, c'est du monde affectif que l'acteur doit prendre conscience.
J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et claires, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà, empli de blême et de frais éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au Wasserfall blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassées, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Comment s'était formée cette route flottante? Quel marin? Avec quel architecte l'avait construite? En haut de l'Atlantique, à la surface de la mer, au-dessus d'un gouffre de 6 mètres. Comment cela tenait-il debout sans être jeté par les vagues? Et cet enfant de 12 ans, si seul, qui marchait d'un pas sûr en sabots, dans la rue liquide, comme si elle marchait sur la terre ferme. Comment se faisait-il? L'enfant se croyait la seule petite fille au monde. Mais savait-elle seulement qu'elle était une petite fille? Parfois, l'enfant éprouvait un désir très insistant d'écrire certaines phrases. Elle le faisait avec une grande application. Et qui vécut autour de moi? Ne finiras-tu pas par devenir quelque chose de dur? Pour faire une ronde, il faut au moins être 3. La nuit, le jour, la nuit, les nuages et les poissons volants. J'ai cru entendre un bruit. C'était celui de la mer. Mais l'océan demeurait vide, et elle ne recevait d'autres visites que celles des étoiles filantes. Un cargo passa dans la rue marine. L'enfant, percevant pour la première fois un bruit venant des hommes, se précipita à la fenêtre et s'écria de toutes ses forces: « Au secours !» L'enfant fut stupéfaite d'avoir crié « Au secours !» Et elle comprit seulement le sens profond de ces mots. Et ce sens l'effraya. Les hommes n'entendaient-ils pas sa voix? Ou étaient-ils sourds et aveugles ces marins? Ou plus cruels que les profondeurs de la mer? Une vague vint la chercher. Il y avait longtemps que cette vague voulait faire quelque chose pour l'enfant, mais elle ne savait quoi. Ne tenant plus, elle l'enroula au fond d'elle-même, tâchant de la confisquer avec la collaboration de la mort. Enfin, voyant que rien n'y faisait, qu'elle ne parviendrait pas à lui donner la mort, la vague ramena l'enfant chez elle, dans un immense murmure de larmes et d'excuses. Et la fillette dut recommencer à ouvrir ses volets, sans espoir, et de disparaître momentanément dans la mer, dès que le mât d'un navire pointait à l'horizon. Marin, qui rêvait en haute mer, les coudes appuyés sur la lisse, craignait de penser à un visage aimé. Vous risqueriez de donner naissance à un être doué de toute la sensibilité humaine, qui ne peut pas vivre, ni mourir, ni aimer, et souffre pourtant comme s'il vivait, aimait, et se trouvait toujours sur le point de mourir. Un être infiniment déshérité, comme cet enfant de l'océan.
d'une solitude inimaginable pour nous maintenant, qu'elles ont commencé à parler aux arbres, aux plantes, aux animaux sauvages, c'est-à-dire à entrer, à, comment dirais-je, à inventer l'intelligence avec la nature, à la réinventer. Une intelligence qui devait remonter à la préhistoire, si vous voulez, à la renouer. Et on les a appelées les sorcières, et on les a brûlées. On dit qu'il y en a eu 1 million, depuis le Moyen-Âge jusqu'au commencement de la Renaissance. On a brûlé les femmes jusqu'au XVIIe siècle. On en est encore là, nous les femmes. On en est encore là, oui. On en est là. Ça n'a pas vraiment bougé. La violence habite la forêt. C'est un lieu, je ne sais pas, c'est un lieu inquiétant. C'est un lieu très, très ancien. Et toutes les forêts, en principe, datent de la préhistoire. C'est des lieux sans doute hantés, d'une certaine façon. Je ne refuse pas le mot. C'est à la forêt que nous avons parlé, nous les femmes, les premières, que nous avons adressé une parole libre, une parole inventée. Tout ce que je vous disais de Michelet, que les femmes ont commencé à parler aux arbres et aux animaux sauvages, c'est une parole à elles, qu'elles n'avaient pas apprise, celle-là. C'est parce que c'était une parole libre qu'elle a été punie. C'est que, du fait de cette parole, la femme se désistait de ses devoirs vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la maison, justement. C'est la voie de la liberté. Mais il est normal qu'elle fasse peur. À moi, l'histoire de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanque, enluminures populaires, littérature démodée, enseignes, latin d'église, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéra vieux, refrain niais, rythme naïf. Je rêvais croisade, voyage de découverte dont on n'a pas de relation, république sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution de mœurs, déplacement de race et de continent. Je croyais à tous les enchantements. J'inventais la couleur des voyelles. 1, noir. 1, blanc. I, rouge. O, bleu. U, vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne. Et par des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des livres. Je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges. J'ai découvert, à la suite de longues et minutieuses recherches, un moyen de me torcher le cul.
torchère dans tout le derrière. Que le feu qui s'entend de toile brûle au trou du cul à l'orfèvre qui les a faites et à la demoiselle qui les portait. Il n'est pas besoin de se torcher le cul s'il n'y a pas de saleté. De saleté, il ne peut y en avoir si on n'a pas chié. Il nous faut donc chier avant de nous torcher le cul. Après, je me torchais avec un couvre-chef, un oreiller, une pantoufle, une chevessière, puis avec un panier. Remarquez que parmi les paniers, les chapeaux, les uns sont de foutre rasés, d'autres à poil, d'autres de tasse, d'autres de velours. Mais le meilleur d'entre tous, c'est celui à poil, car il absterge excellemment bien la matière fécale. Mais pour conclure, je dis et je maintiens qu'il n'y a pas de meilleur torche-cul qu'un rason bien flotteux, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Croyez-moi sur le beurre, vous ressentez au trou du cul une volupté vérifique tant à cause de la chaleur de l'oison qu'à cause du duvet, qui se communique facilement du boyau du cul et d'autres intestins jusqu'à la région du cœur et à celle du cerveau. Je ne sens plus le glissement, les frôlements du temps. Je vois des images au plafond, des ronds de lumière d'abord, puis des croix. Ça papillonne. Et puis voilà une autre image qui se forme. Au fond de mes yeux, celle-là. Un soleil torride dans ma tête glisse froidement, comme une plaque de lanterne magique. Il est suivi d'un morceau de ciel bleu. Après quelques secousses, il s'immobilise. J'en suis tout doré en dedans. Et de quelle journée cet éclat s'est-il soudain effacé? Je me laisse couler dans le passé. Le vide, vidé de son vide, c'est le plein.
Le vide rempli de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son plein, c'est le vide. Le plein vidé de son plein, c'est le plein. Le vide vidé de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son plein, c'est le plein. Le plein rempli de son vide, c'est le vide. Le vide vidé de son plein, c'est le plein. Le plein rempli de son vide, c'est le vide. Le vide vidé de son plein, c'est le plein. Le plein rempli de son plein, c'est le vide. Le vide vidé de son plein, c'est le plein. En plein vide. Le plein vide vidé de son plein vide en plein vide de son vide vide vidé et rempli. De son plein vide vidé et rempli en plein vide. Une plainte d'amour. Se souvenir. Se mouvoir. Se toucher. Adopter des attitudes. Se dévêtir. Se faire face. Déraper sur le corps de l'autre. Chercher ce qui est perdu. La proximité. Ne savoir que faire pour se plaire. Courir vers le mur. Se jeter. S'y heurter. S'effondrer. Et se relever. S'en tenir à des modèles. Vouloir devenir un. Être dépris. S'enlacer avec les yeux fermés. Se sentir. Danser. Vouloir blesser. Protéger. Mettre de côté les obstacles. Donner aux gens de l'espace. Aimer.
Voilà.